Digital Congo, la télévision numérique. À la une de ce journal, un immeuble de 7 niveaux en pleine construction à Kinshasa est depuis plusieurs heures sur le point de s'effondrer totalement. Le rez-de-chaussée s'est affaissé. Différents services de l'État, notamment les pompiers, sont à pied d'œuvre pour éviter le pire. Les voisins ont commencé à vider les lieux. Ex-bureau de coordination et de suivi du contrat sino-congolais dans sa nouvelle configuration d'agence de pilotage, de coordination, de suivi des conventions signées entre la RDC et ses partenaires. APCSC en sigle, la structure a relancé officiellement ses activités ce lundi. Vague de chaleur à Kinshasa, un phénomène qui touche plusieurs pays du monde, pas que la République démocratique du Congo. Si les médecins recommandent plus de consommation d'eau, la Metelsat, agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, explique le pourquoi et appelle la population à consulter régulièrement ses bulletins prévisionnels. C'est la grande édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous à la une. Bien sûr, ce drame qui risque de coûter des dégâts énormes si les services habilités ne prennent pas les mesures qu'il faut. Un immeuble de 7 niveaux en construction ici à Kinshasa dans la commune de la Gombe qui s'est affaissé. Le rez-de-chaussée d'ailleurs s'est effondré et le bâtiment est penché. Son effondrement total n'est qu'une question de quelques heures. Sur place, les voisins ont commencé à vider leurs affaires et lancent un appel d'urgence aux services d'habitat ainsi qu'aux secouristes qui d'ailleurs sont déjà sur place. Nos reporters ont fait le tour pour un constat sur place. C'est un reportage de Ruth Ngapwende et Jonathan Ebondo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, commune de la Gombe, rond-point Safricas, lundi 18 mars 2024, 10 heures, la population environnante et les passants assistent à un spectacle désolant. Un immeuble en pleine construction de plus ou moins 7 niveaux s'affaisse sous le regard impuissant de tous. Aucun ouvrier trouvé sur place, mais ceux qui s'y étaient pointés quelques minutes plus tôt ont vécu quelques secousses avant de se sauver, témoigne ce vendeur d'eau trouvé sur le lieu. Comment se fait-il que Fondation Yassé et Boukana et Boukana ya Boété. C'est vers 10 heures que nous avons ressenti le premier secousse. Les ouvriers qui étaient en train de travailler ont quitté le lieu juste après, l'immeuble s'est affaissé. Les voisins d'en face ont été évacués. Cet autre témoin confirme, lui, que c'est dimanche aux environs de 22 heures que les premières secousses ont été ressenties. Et déjà, ce lundi matin, certains voisins ont quitté leur habitation, histoire de se sauver. Et signalons par ailleurs que des dispositions sont prises pour éviter le pire.
Et en province de l'Ituri, on parle de cette marche de colère des chrétiens catholiques et quelques habitants de Bunia après une tentative d'assassinat du curé de la paroisse de Nyakasanza la nuit de dimanche à ce lundi. Retrouvé absent, des bandits non encore identifiés ont vandalisé son bureau et ont emporté une importante somme d'argent. Des manifestants ont brûlé des pneus. C'est la police nationale congolaise qui a été dépêchée pour rétablir l'ordre. On fait le point avec Vérité Zaba Johnson depuis la ville de Bunia. La tension était vive ce lundi à Nyakasanza. De fidèles catholiques et quelques Kyriens viennent constater le vandalisme du bureau du curé de la paroisse. Vers minuit, des bandits jusqu'ici inconnus y ont accédé après avoir cassé la fenêtre. Ils ont saccagé le bureau et ont emporté près de 3 000 $ américains, indique l'abbé Chrysote Ngabou, coordonnateur de la justice et paix du diocèse de Bunia. Selon lui, c'est l'abbé Kyrie Florentin Djobou qui était la cible. Heureusement pour lui, il a passé nuit ailleurs. Pris des colères, des manifestants ont brûlé de pneus sur la chaussée. La police a été dépêchée pour rétablir de l'ordre avec des tirs de sommation et des bombes à gaz lacrymogènes. Bilan provisoire, un civil blessé. Les activités scolaires sont paralysées. Plus de 5 000 élèves de 7 écoles aux environs de l'église ont été renvoyés à la maison. La police criminelle et l'auditorat militaire sont arrivés pour des enquêtes. Cet incident survient pendant que la ville de Bunia connaît ces derniers temps une hausse des taux de criminalité urbaine. Et on va rester dans la province de l'Ituri pour parler des conditions de vie précaires des femmes déplacées et les atrocités qui affectent particulièrement les femmes. Des sujets qui étaient au centre d'une conférence débat animée à Bunia dans cette partie du territoire national par les femmes humanitaires. Elles ont pour ce faire plaidé pour l'accélération de la promotion de la paix et la mobilisation des ressources en faveur des femmes. On retrouve encore une fois Vérité Zaba Johnson. À Bunia, il est temps d'accélérer les rythmes pour investir en faveur de femmes. Les femmes, dont une grande partie est déplacée, réparties dans plus de 60 sites. Elles sont victimes de toutes sortes d'atrocités. Elles sont sans assistance et mènent une vie misérable. Faible mobilisation des fonds pour répondre aux besoins humanitaires à Ituri, Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur militaire, plaide pour la restauration de la paix, l'unique solution durable. Les ressources sont mobilisées pour les Nord Kivu. Ce qui va nous sauver de cette situation humanitaire, c'est la paix. Pour que les gens rentrent chez eux. Face à cette situation précaire, les femmes humanitaires mobilisent toutes les couches sociales pour le rétablissement de la paix. Célébrant la journée du 8 mars, Madame Sandra Mbaya, présidente des femmes humanitaires à Ituri, a salué la résilience des femmes déplacées qui, malgré leurs conditions difficiles, se battent pour subvenir aux besoins de leur famille. Je suis convaincue de l'avenir radieux que connaîtra notre province grâce à des actions concertées et efficaces en faveur de la paix, de la parité et la promotion de l'indépendance financière de la femme. Fort de cette conviction partagée par les femmes humanitaires de l'Ituri et que nous souhaitons qu'elle soit chaque jour plus consolidée dans le cœur de chacun, homme et de chaque femme. Sur place, exposition de quelques œuvres de femmes déplacées et d'autres. Bien avant cette conférence débat, les femmes ont organisé une marche de santé pour rappeler l'importance de l'exercice physique. Et puis les nouvelles du front dans l'est de la République démocratique du Congo Téné. Il y a eu des nouveaux affrontements signalés à partir de 4 heures de ce lundi 18 mars. Des sources locales indiquent que les affrontements qui opposent la coalition M23 RDF AFC aux jeunes résistants Ouazalendo sur la colline de Ndumba et sur les collines qui surplombent la cité de Saké ont été observés. La coalition a lancé pour ce faire les attaques la nuit dans le but de repousser les résistants, mais jusque maintenant, ces jeunes maintiennent leur position en défense à l'intégrité territoriale. Depuis bientôt 2 mois, la coalition tente sans succès de prendre la cité de Saké. Et en justice, cette nouvelle qui devrait faire plaisir aux professionnels de médias, plusieurs sources confirment que le journaliste Stanis Boujakira devrait quitter la prison.
Récemment, il a été condamné à 6 mois de servitude pénale. Ayant déjà purgé sa peine, il devrait quitter la prison dans les heures qui suivent. Il doit pour ce faire payer $400 américains d'amende contre les 20 ans et $7 500 d'amende requis. Et cette condamnation signifie que le journaliste est libre le temps d'accomplir les formalités à la prison centrale de Makala, car elle correspond à la période de sa détention préventive. Et peu avant d'avoir cette nouvelle sur cette condamnation de Stanis Boujakera, il y a eu une forte mobilisation des professionnels de médias ici dans la capitale congolaise Kinshasa ce lundi. Tout ça pour pousser en tout cas la justice à libérer Stanis Boujakera. Donc ce sont les professionnels des médias qui étaient réunis ce lundi dans la matinée pour solliciter un acquittement pur et simple de ce confrère. Suivez plutôt ce reportage réalisé ici par Prince Bagala, commentaire Amina Mouacha. Mobilisés comme un seul homme autour de l'affaire de leur confrère Stanis Boujakera, les professionnels des médias congolais exigent sa libération pure et simple. À la veille du verdict qui devrait intervenir ce mercredi 20 mars, les organisations professionnelles des médias, notamment GED, INPC, ANECO, 1000 RDC, ICOFEM et JA demandent au juge en charge du dossier de dire le droit en toute conscience et équité. Chivis Chivwadi, secrétaire général des GED, estime que Stanis Boujakera est innocent et ne mérite pas la prison. Prenant la parole pour le compte de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba a appelé tous les journalistes à être nombreux le jour du verdict pour manifester leur soutien. Rappelons que Stanis Boujakera a été arrêté le 8 septembre 2023. Il est accusé d'avoir émis à Jeune Afrique, dont il est correspondant, une note qui attribue la mort de l'ancien ministre Chéribé Onkende au renseignement militaire. Lors du dernier procès, le ministère public avait requis une peine de 20 ans de prison contre ces journalistes qui ne cessent de clamer son innocence. Dans l'actualité, on parle également de cette affaire qui fait jaser la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Une question qui ne laisse personne indifférente. La population congolaise en parle également. Vous allez le voir, plusieurs personnes sont ceux qui saluent, celles qui saluent plutôt cette mesure qui viendra pour beaucoup réduire le nombre des traîtres, notamment dans l'armée, mais plusieurs sont également ces personnes qui s'opposent à cette mesure et craignent qu'il y ait de représailles à la suite de cette décision prise par la justice en République démocratique du Congo. Suivez les propos de ces personnes recueillies pour vous par Jonathan Ibondo et Deborah Mouzo. C'est une question d'équité et de justice. Si il s'agit de la justice, il n'y a pas de problème. Mais si derrière ça, il y a la corruption, on peut tuer quelqu'un pour rien, là, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est une question de la justice, c'est pas mal. Oui, on rend justice pour surtout des personnes qui ne veulent pas changer. Bon, pour Nangaï, en tout cas, ceux qui battent en rigueur, si cette mesure entre en vigueur, ce sera une bonne chose. Mon inquiétude est que on prend des mesures, alors l'application pose problème. Nous avons vu de personnes être arrêtées et condamnées à 20 ans de servitude pénale, mais au bout de quelques jours, ces personnes ont été blanchies. La peine de mort c'est bien parce que notre pays regorge beaucoup d'infiltrés et c'est l'une des causes même de l'insécurité dans le pays. Et parmi les Congolais, il y a aussi beaucoup de traîtres. Avec la peine de mort, il y aura l'éveil de conscience dans les chefs des Congolais et ils arrêteront de trahir le pays. C'est une décision responsable. Moi je pense que la décision est vraiment responsable. Le président de la République, Mikolole, qui n'a prononcé qui il y a quelques jours, le chef de l'État a déclaré dans son discours que la justice est malade. Je me demande si la peine de mort est pour la population seulement ou les autorités sont aussi concernées. Après quelques jours,
Et puis c'est officiel, l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires APCSC en sigle vient de relancer ses activités. Le désormais ex-bureau de coordination et de suivi du contrat sino-congolais a une mission qui va au-delà de cet accord. Infrastructure contre minerais signé entre la RDC et les entreprises chinoises en 2008. À ce jour, le suivi concerne toutes les conventions signées entre la RDC et ce partenaire. Cette relance a eu lieu ce lundi 18 mars 2024 à Kinshasa en présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Après la signature du 5e avenant de la convention de collaboration conclue en avril 2008 entre le gouvernement de la RDC et le groupement des entreprises chinoises, l'heure est à la relance du programme sino-congolais. Une relance marquée par une cérémonie depuis le siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions signées entre la RDC et ses partenaires. APCSC en sigle depuis son siège social à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Une cérémonie qui s'est voulue historique, conviant pour ce faire le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et quelques membres du gouvernement, la ministre en charge des mines et le ministre de la communication et médias, ainsi que le directeur général de l'ARSP et l'inspecteur général des finances, chef de service. Nous veillerons sur la qualité des ouvrages, le respect de la loi sur la sous-traitance, le paiement de tous les dus applicables et l'implication des entrepreneurs congolais, car nous n'avons d'autre obligation que de matérialiser fidèlement la vision chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, celle d'un Congo retrouvé. Cette relance est un nouveau départ au profit du développement, souhait du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui pour sa part a rassuré de l'accompagnement de la primature. Pour ma part, je voudrais ici assurer l'accompagnement de la primature en tant que tutelle pour le bon fonctionnement de ce programme, tutelle ici dit de l'APCSC, et mon office reste ouverte à vos sollicitations pour que nous puissions ensemble répondre aux grands défis du développement de la République démocratique du Congo, notamment par le programme sino-congolais. Créé en mars 2022 avec des dirigeants installés en octobre de la même année, l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions signées entre la RDC et ses partenaires, qui remplace le bureau de coordination de suivi du contrat sino-congolais, se veut un établissement à vocation de faciliter le développement de la RDC. Et puis le monde entier a célébré la journée mondiale du recyclage ce lundi 18 mars 2024. Cette journée est dédiée à sensibiliser le public sur l'importance du recyclage et à promouvoir les pratiques durables en matière de gestion des déchets. En République démocratique du Congo, la ville province de Kinshasa produit plus de 10 000 tonnes de déchets le jour et peine encore à pouvoir les recycler sur toute l'étendue de la capitale congolaise. C'est un reportage que nous propose ici Rufin Koubeloso. C'est depuis 2018 que les Nations Unies ont institué la Journée mondiale du recyclage. L'objectif principal de cette journée est de promouvoir de pratiques durables en matière de gestion des déchets. À ces jours, à Kinshasa, la gestion des déchets pose problème, d'où le recyclage de ces déchets s'avère impérieux au regard de la quantité de déchets envoyés dans les décharges tous les jours. Le recyclage permettra d'économiser les ressources naturelles, réduire la pollution et l'empreinte carbone. Le recyclage en soi, c'est quelque chose de très simple. C'est-à-dire, au lieu de rejeter dans la nature, d'enfouir dans le sol ou de brûler les matières qui ne sont pas biodégradables, eh bien, on le recycle pour que les déchets ne puissent pas augmenter. Dans la ville de Kinshasa, ça fait des années et des années, des décennies et des décennies qu'on rejette dans la nature les bouteilles plastiques, par exemple. Chaque jour, Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets ménagers. Il est recommandé à la population de poser les éco-gestes pour trier le déchet à partir de ménages. La population doit poser des éco-gestes. À partir de la maison, il faut savoir trier les ordures. On ne peut pas mélanger les matières
dégradables, ce qu'on appelle la matière organique, c'est-à-dire le reste de la nourriture, les pondous, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça qu'on appelle les matières organiques. Ça, on doit mettre dans un sachet. Et vous prenez également ce qu'on appelle les matières solides, les canettes, les barres de fer, tout ça. Vous prenez, vous mettez dans un autre sachet. Il y a même un spot qui passe là-dessus. Notons que la journée mondiale de recyclage ne se limite pas à une seule journée. Cette pratique devrait être une préoccupation constante pour préserver notre planète et promouvoir un avenir durable. Pourquoi il fait si chaud à Kinshasa et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, également d'ailleurs dans d'autres pays du monde? L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat explique ce phénomène qui est dû au changement climatique. La Metelsat appelle cependant la population à consulter régulièrement ces bulletins prévisionnels dans lesquels sont repris les mouvements de l'atmosphère. Augustin Tagisabo est le chef du Centre météo national en République démocratique du Congo. C'est lui qui nous en parle. Suivez. D'habitude, nous atteignons des températures allant de 31 à 33 degrés. Ça, c'est dans la marge normale. Mais actuellement, nous avons constaté un excédent de température qui a atteint à peu près 37 degrés, voire même 38 degrés. Et cette température nous pousse à examiner davantage l'atmosphère. Et quand nous avons examiné l'atmosphère, nous avons trouvé qu'il y a un élément qui est en train de cocher. Donc c'est l'humidité atmosphérique. Dans l'atmosphère, nous avons l'humidité atmosphérique qui provient des vapeurs d'eau. Et dans l'atmosphère, nous devons avoir plus ou moins 99% de vapeurs d'eau dans l'atmosphère pour qu'il y ait condensation, pour qu'il y ait précipitation. Mais quand maintenant il y a de l'atmosphère, il y a l'humidité qui diminue à 36%, il n'y a pas moyen qu'il y ait formation des nuages qui peuvent nous donner la pluie. C'est vrai, les gens peuvent dire qu'il y a des nuages qui sont là. Vous allez voir, il y a un nuage qui se forme, et à un certain moment, ça se dissipe, ça s'éparpille. Parce qu'au niveau 700 hectopascales, nous avons constaté qu'au niveau 3 km de l'altitude, il y a une anomalie qui est en train de créer une zone de subsidence. Cette zone de subsidence est en train de faire l'inversion des températures. En météorologie, nous disons que la température diminue en altitude. Mais maintenant, quand on arrive à la diminution, arrivé dans cette zone, il y a une subsidence qui fait qu'il y ait inversion des températures. Cette inversion des températures augmente la chaleur de la température jusqu'à ce qu'il retourne encore au sol. Et maintenant, quand il fait cette inversion, nous, les hommes, nous nous trouvons dans cette atmosphère-là. Et nous ressentons maintenant cette chaleur qui est inversée et qui nous affecte. Sous pression de la compression atmosphérique, alors ça nous donne de la chaleur et nous sommes en train de subir cette situation. Mais c'est une vague qui est en train de passer. Et d'ici le 21, le 22 ou le 23, nous allons connaître la pluie à Kinshasa. Et on parle également dans ce journal du club des Amis d'Amiens qui, en marge de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, a présenté samedi 16 mars dernier, au cours d'un point de presse, 3 nouvelles chansons. Ces chansons visent donc à sensibiliser la population à mettre fin à cette maladie mortelle. C'est un reportage de Trésor Goudia et Benjamin Boliki. La sensibilisation de la population par les chansons pour lutter efficacement contre la tuberculose est le moyen adopté par le club des Amis d'Amiens. Sur ce, 3 chansons ont été présentées le 16 mars dernier au cours d'une conférence de presse. Maxime Ilunga, secrétaire national du club des Amis d'Amiens, estime que la musique fait partie des moyens les plus faciles pour atteindre un grand nombre de personnes en vue de mettre fin, si pas éradiquer la maladie. Aujourd'hui, c'était la présentation des chansons sur la tuberculose que nous avons produits, qui sont des produits propres maison. Cela veut dire que
Moi-même qui vous parle, j'ai composé des chansons, mais il y a aussi une autre chanson qui a été composée par un collègue qui était un ancien malade aussi comme moi, mais chanteur dans l'orchestre de l'artiste et musicien Jos Diena. Et c'est d'ailleurs grâce à celui-là que nous avons approché l'artiste. Nous avons un espace limité. Quand on fait de sensibilisation, on ne sait pas toucher tout le monde non plus. Et donc nous avons trouvé que ce canal-là est mieux choisi pour toucher le plus large population en un laps de temps. Voilà pourquoi nous avons voulu passer par la chanson. Et nous savons aussi que les Congolais aiment la chanson, non seulement les Congolais, mais l'être humain. Comme vous savez, quand vous avez de très belles chansons, les gens vont le suivre. Et au travers de ces mélodies, nous pouvons passer des messages très importants qui vont sauver des vies. Depuis plus de 20 ans, le Club des Amis d'Amiens est partenaire communautaire du programme national de lutte contre la tuberculose. Et c'est dans ce cadre qu'il a tenu à sensibiliser les communautés touchées par la tuberculose. À noter que la République démocratique du Congo est comptée parmi les 10 pays à lourde charge de la tuberculose. Cette maladie demeure un grand défi de santé dans le monde. À en croire l'Organisation mondiale de la santé, elle fait au moins 500 morts par jour. Et sur le continent, l'actualité nous emmène au Niger qui met fin à sa coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Dans une déclaration lue à la télévision d'État, le colonel Amadou Abdraman, porte-parole militaire, a déclaré que la présence américaine au Niger n'est plus justifiée. Explication Amina Mouacha. Pour le colonel Amadou Abdraman, porte-parole de la junte militaire, la présence américaine n'est plus justifiée au Niger. Dans une déclaration à la télévision d'État, Amadou Abdraman a précisé que la présence militaire américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques du Niger. Selon Niamey, l'accord signé entre les deux pays a été imposé unilatéralement par les États-Unis via une simple note verbale le 6 juillet 2012. Cette décision survient après une visite de 3 jours d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines qui n'a pas pu rencontrer le chef du régime militaire, Abdourahmane Tchani, durant son séjour. Notez que les États-Unis disposent d'une importante base aérienne au nord du Niger qui joue un rôle central dans les opérations de l'armée américaine au Sahel. Au moins 1100 soldats américains y sont engagés dans la lutte anti-djihad. Et c'est cette page internationale qui nous a emmenés au Niger qui met fin à cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la revue de presse de journaux parus ce lundi 18 mars 2024. À la une, menace de balkanisation de la RDC, appel à la défense de l'intégrité territoriale, titre l'agence congolaise de presse ACP. Lors de la conférence débat de l'écrivain franco-camerounais Charles Onana sur l'Holocauste au Congo, les raisons du silence de la communauté internationale. Pour Charles Onana, c'est aux responsables politiques de prendre leurs responsabilités face à la gravité, surtout à la menace de la balkanisation devant laquelle se trouve aujourd'hui le Congo. L'écrivain franco-camerounais prévoit plusieurs activités lors de son séjour à Kinshasa. Eco News titre pour sa part, les Warriors laissent des cadavres dans le placard. Le prochain Premier ministre héritera d'une situation complexe marquée par de nombreux projets inachevés. Certains de ces projets n'ont même pas été lancés, tandis que d'autres ont été abandonnés en cours de route. Cette gestion chaotique des projets laisse un lourd fardeau à celui qui dirigera le gouvernement, avec la nécessité de revoir les
les priorités, de relancer les projets viables et d'abandonner ceux qui se sont révélés inefficaces. EcoNews ajoute dans ses titres, en RDC, les rétablissements de la peine de mort passent pour une pilule amère. Les réactions se multiplient après les récentes informations selon lesquelles les gouvernements de la RDC envisagent reprendre les exécutions après une interruption de 2 décennies. Pour plusieurs, cette mesure est un recul pour le pays. La question des temporaires n'en est pas une. Tout ce que vous entendez sur la toile n'a pas de fondement d'ici, PDSN Désiré Itegua sur les écrits du journal La Signature. Le dossier dit des temporaires a été déjà vidé depuis 2005, du temps du feu DG d'Eoruguiza, d'heureuse mémoire. Ceux qui ont été indemnisés en ont été et ceux qui ont réussi à intégrer la communauté douanière par des voies légales en ont été également depuis cette époque. Il faut noter que les nouvelles autorités de la douane ne sont pas impliquées dans cette affaire sale que l'on veut politiser pour nuire à quelqu'un de très sérieux et légaliste. Le quotidien s'interroge de son côté du recours en rectification d'erreurs matérielles devant la Cour constitutionnelle. Quelle incidence sur le dispositif? Pour trouver le chemin de la légalité de la requête en rectification d'erreurs matérielles, la seule lecture de la Constitution ne suffit pas. Il convient de joindre celle-ci 2 textes d'abord, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en son article 93 alinéa 4. Et puis, les arrêtés ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreurs matérielles. Pour le phare, avant toute négociation sur le minerai stratégique, la RDC doit exiger de l'Union européenne l'annulation de son accord avec le Rwanda. L'Union européenne vient de réaliser peut-être tard qu'il faut approcher les vrais producteurs des dits minerais, mais sans pourtant renoncer à son accord avec le Rwanda. C'est dans ce cadre que l'Union européenne vient de se ressaisir en organisant le mercredi 13 mars dernier à Kinshasa un atelier sur comment établir un partenariat avec la RDC sur le minerai stratégique. Démarche jugée audacieuse dictée par la réalité politique et la transparence dans le domaine du commerce extérieur. Et pour Congo Nouveau, mise en place 2 institutions, l'UDPS doit libérer Félix Tshisekedi. Jusque-là, il n'y a que Félix Tshisekedi qui occupe le fonction du chef de l'État. Les autres institutions du pays attendent leurs animateurs. Augustin Kabouya, secrétaire de l'UDPS, a révélé qu'il continue encore avec les consultations. C'est ainsi qu'il a justifié le retard pris dans la nomination du Premier ministre, voire la formation du gouvernement. Et enfin, Africa News, manif vendredi à Paris, conférence de presse lundi à Kinshasa, grande mobilisation pour Stanis Boujakira. Une nouvelle voix s'est élevée pour exiger la libération immédiate du journaliste Stanis Boujakira. Ce lundi 18 mars, au centre CIPAS, la presse congolaise organisée pour exiger la libération de Stanis Boujakira. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi.